Terre, mer ou ciel, nous sommes les plus anciens compagnons des hommes. Nous, les paysages d'hier et d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, les hommes inscrivent en nous leur histoire. Nous transforment au gré de leurs besoins ou de leurs caprices, mais lorsque leur temps sur Terre prend fin, nous devenons les derniers témoins de leur passage. Cultivés par les hommes depuis des décennies, nous ne sommes que de plates étendues d'herbe. Des petits champs entourant la ville de Sainte-Mère-l'Église, mais nous nous souvenons de cette terrifiante nuit du 5 juin 1944, au cours de laquelle les Allemands et les Américains s'affrontèrent sur nos terres et nos mers. Située sur la route nationale 13, Sainte-Mère-l'Église permettait le contrôle à l'est de l'accès à la mer, à l'ouest de la voie ferrée Paris-Cherbourg et des deux ponts qui enjambent la rivière du Merderet. La prise de notre petite ville était alors devenue essentielle pour le haut commandement afin de bloquer l'arrivée de renforts allemands vers Utah Beach, plage sur laquelle était prévue une partie de débarquement. Depuis le début du 18 juin 1940, des choses étranges se produisaient. Des étrangers, les Allemands, s'étaient installés dans la ville. À partir de janvier 1943, les habitants qui d'ordinaire se montraient attentifs à notre entretien se mirent à planter sur toute notre surface des poteaux en quinconce à 20 mètres les uns des autres. Nous apprendrions plus tard leur nom, les asperges de Rommel. Beaucoup de nos frères s'étaient soudainement retrouvés inondés sur décision de ces mêmes Allemands. Nous n'en avions pas compris le but, mais cette nuit-là, tout s'éclaircit. Au soir du 5 juillet 1944, vers 23 heures, nous vîmes d'immenses flammes lécher le ciel de Sainte-Mère-l'Église. Un incendie venait de se déclarer chez Julia Pommier. Le maire et les pompiers, rapidement alertés, tentèrent de contenir le feu, et ce dernier gagna une grange. Tout le village réveillé était en proie à l'angoisse, mais personne ne se doutait alors de ce qui allait se produire. Nous les apercevons courant dans tous les sens, les Allemands, hurlant aux habitants de rentrer chez eux. Alors que les pompiers luttaient depuis 2 heures, un stupéfiant balai d'avions surplomba la ville. De leur ventre sortirent des milliers d'hommes. En un temps record, le ciel s'emplit d'une multitude de petits nuages se déployant au fil de leur chute. Dans un vacarme assourdissant, d'une centaine d'avions volant bas, les 13 000 hommes de la 101e division aéroportée américaine venaient de sauter avec pour mission de sécuriser les sorties du Tel Aviv. Les silhouettes de parachutistes se détachaient sur la lueur de l'incendie, et bientôt nous entendîmes la mitrailleuse du clocher commencer à crépiter. Les malheureux étaient largués dans les vents violents qui soufflaient cette nuit-là. Ils étaient dispersés entre le bocage et les marées, devenant ainsi des cibles faciles au cœur même de la ville. Nous aperçûmes 2 soldats, dont les parachutes s'accrochèrent au clocher de l'église. Dans les jours qui suivirent, nous apprîmes au gré des discussions des hommes que l'un d'entre eux s'appelait John Steele. Blessé, il dut rester 2 heures accroché, simulant la mort afin de ne pas être mitraillé par l'ennemi. Finalement décroché par des soldats allemands, il leur faussa vite compagnie. L'histoire fera de lui un héros involontaire, inscrivant dans les mémoires l'image douloureuse du parachutiste accroché au clocher de l'église, pendant que sonne le tocsin et qu'à ses pieds la bataille fait rage. D'autres, éparpillés dans la campagne, essayaient tant bien que mal de se regrouper afin d'avancer vers la ville. Nous les apercevions se dépêtrer de leur encombrante voile et tenter d'avancer avec énergie du désespoir malgré leur lourd équipement. Ces hommes n'étaient manifestement pas préparés à notre environnement qui devenait bien malgré nous un piège mortel. L'un d'eux confiera ses peurs à sa cousine. Chaque para portait une charge identique, aussi lourde qu'encombrante. Ce n'est pas tant le poids qui est gênant que la difficulté à s'extraire de son harnais après avoir touché le sol. Tant qu'on n'en est pas libéré, on n'est rien d'autre qu'une cible facile pour n'importe quel Allemand situé dans le secteur. Beaucoup de nos soldats ont atterri juste au milieu du feu et des positions ennemies. Je sais que si j'avais atterri à 20 pieds de l'endroit où j'ai touché le sol, je me serais noyé dans une eau où je n'avais pas pied, et même là où je suis tombé, il m'a été très difficile de garder la tête hors de l'eau, pendant que je défaisais toutes les courroies, toutes les boucles qui m'emprisonnaient. Comme tu le sais, j'ai sauté à 2h30 du matin, le jour J, plusieurs miles à l'intérieur des terres. Arrivé au sol, je me suis retrouvé désespérément seul, et j'ai eu l'impression d'avoir à marcher et à ramper dans le marais pendant une éternité avant de rencontrer âme qui vive. Ça te donne le sentiment d'une effroyable solitude, d'être tout seul, perdu, derrière les lignes allemandes.
Sans l'incendie, leur arrivée aurait été une surprise pour les Allemands. Mais ces derniers, déjà sur le qui-vive, firent créviter leurs mitrailleuses et abattirent plusieurs parachutistes dès qu'ils touchèrent le sol. Puis, ils se replièrent vers leur poste de commandement à Fauville. Ils ne pourront jamais revenir à Sainte-Mère-l'Église. Le combat continue. Les planeurs de leur côté atterrissent au nord-ouest de Sainte-Mère, s'empolant pour beaucoup sur les terribles pointes d'acier mises en place par Rommel. À 11h du matin, le premier obus de la riposte allemande tombe sur la ville. Pendant 3 jours, des combats se livrèrent sous les yeux de la population tapie dans les caves ou les fossés. Il était impossible aux habitants de s'enterrer dans des tranchées profondes pour échapper aux bombardements, car notre sous-sol contenait de nombreuses sources. Terrorisée et résignée, la population fut enfin libérée à 4h30 par la 82e Airborne le 7 juin au soir, lorsque les premiers tanks en provenance d'Italie franchirent les portes de la ville. Dans la ville, l'agitation prenait fin. Les hommes firent connaissance. De notre côté, nous fûmes encore un peu mis à contribution, car les Américains installèrent des camps autour de la ville. Mais nous étions heureux de retrouver un peu le calme, laissant le temps et la nature nous penser. Suite au bombardement de la nuit du 5 juin 1944, l'église et la plus grande partie de la ville de Sainte-Mère-l'Église ont été détruites. Aujourd'hui, l'ensemble a été reconstruit autour de 2 sites permettant de rendre hommage aux soldats tombés ce jour-là. D'une part, l'église sur laquelle on peut voir un mannequin parachutiste accroché au clocher. D'autre part, la création du Airborne Museum au centre de la ville, à l'emplacement exact de la maison de Julia Pommier, qui avait pris feu dans la nuit peu de temps avant le largage des parachutistes. Outre des scènes de reconstitution des événements de cette nuit du 5 juin, on peut dans ce musée découvrir l'avion Douglas C-47 ainsi que le planeur Waco qui ont joué un rôle très important cette nuit-là. Le ministère de la Défense a fait don de cet avion. L'armée américaine, en 1980, a assuré l'hyportage de Cherbourg à Sainte-Mère-l'Église afin qu'il puisse être exposé aux côtés du planeur Waco arrivé en 1963 grâce à l'intervention du quartier général américain du Haut Commandement en Europe. Sainte-Mère-l'Église est ainsi devenue un haut lieu de commémoration. Depuis quelques mois déjà, des hommes avaient investi mon plateau, s'attaquant sans le moindre scrupule à ma magnifique étendue d'herbes verdoyantes. Ils y installèrent des ceintures de champs de mines et de barbelés, ainsi qu'un réseau de tranchées liant des bunkers et des positions de tir. Le déchirement approchait, le déchirement était là. À 5 reprises déjà, j'avais subi de lourdes attaques. Des bombardiers étaient venus me frapper, espérant détruire les installations de ceux que je savais désormais être les Allemands. Mais il était devenu évident que de sombres heures m'attendaient. À l'aube du 6 juin, l'aviation était entrée en piste et une pluie de bombes s'était abattue sur notre littoral normand, détruisant toute une partie des terres mais épargnant malheureusement les blocos allemands. C'est alors que 1200 bâtiments et plus de 5700 navires de transport apparurent sur la mer. Je vis les soldats allemands sortir de leurs bunkers et déposer leurs armes. Mais tout cela n'était qu'un commencement. Surplombant les plages d'Utah et d'Omaha, j'étais devenu un atout pour les Allemands qui pouvaient ainsi surveiller toute approche maritime des Alliés. Leur bunker d'observation, équipé d'un canon de 155 mm, devenait une redoutable menace pour tout soldat qui s'approchait de moi. Une mission s'imposait alors aux Alliés. Il fallait prendre ce bunker et donc escalader ma falaise escarpée, ce qui semblait inimaginable. Le 6 juin à l'aube, entassé dans des péniches de débarquement fortement ballottées par les vagues, je vis 225 Rangers se rapprocher de moi. De leurs péniches, je vis des filins, des cordes à nœuds et des échelles de corde propulsées par des lance-fusées. Tout cet attirail vient douloureusement se planter en moi. L'un d'eux témoigne des ordres de mission reçus alors. Nous devons débarquer sur la plage au pied de la pointe du Hawk, grimper au sommet de la falaise de 30 mètres de haut avec des échelles en corde projetées par des lance-roquettes contre la paroi de la falaise et détruire les 6 canons de 155 mm qui sont capables d'atteindre des cibles le long des plages d'Omaha et d'Utah où le débarquement va avoir lieu. Nous avons 1 heure environ pour débarquer, sécuriser la falaise et préparer une défense avant que le débarquement ne commence. Nos mains sont engourdies par l'eau glacée et il n'est pas évident de s'agripper au cordage mouillé. Heureusement pour nous, 2 hommes y parviennent de l'autre côté de la falaise et tiennent les Allemands à distance pendant que le reste de nos hommes se rue vers le sommet. L'ennemi ne nous rend pas la tâche facile. Il coupe quelques-unes des échelles, jette des grenades par-dessus le bord de la falaise et mitraille nos troupes pendant qu'elles escaladent la paroi rocheuse. L'artillerie lourde de l'US Navy a fait du bon travail, réduisant la
puissance du feu ennemi avant notre débarquement, et les trous de buis en haut de la pointe du Hawk sont tellement gros qu'ils me rappellent les cratères de la Lune. Nous utilisons ces trous pour nous mettre à couvert. À la fin de la journée, sur les 225 Rangers qui ont touché le sable de la plage, il n'y en a plus que 90 en état de combattre. C'est ainsi que ma falaise se retrouva en peu de temps couverte d'hommes en armes plantant leurs couteaux ou baïonnettes dans mon flanc pour améliorer leur prise. Blessé, j'accueillais cependant ces hommes déterminés à venir nous libérer des Allemands. Après cette redoutable escalade, les Rangers parvinrent à prendre pied sur mon plateau. Je ressentis leur stupeur lorsqu'ils découvrirent, après tant d'efforts, que les casemates n'abritaient aucun canon. Les pièces d'artillerie avaient été retirées puis remplacées par de simples poteaux de bois. Il est vrai que l'ennemi n'avait pas envisagé que les Alliés auraient l'audace de s'attaquer à ma falaise. Poursuivant l'attaque en petits groupes, les soldats continuèrent d'avancer sur mon plateau ravagé afin d'assurer la route de la côte qui était essentielle pour relier les sites de débarquement d'Omaha Beach et d'Utah Beach. Lors de leur progression, ils découvrirent les canons manquants, sans surveillance mais stockés avec des munitions et dirigés vers Utah Beach. Nous n'en étions plus à une explosion près. Ils détruisirent donc l'arsenal à coups de grenades. Le colonel Ruder, bien qu'entouré de rangers blessés et de peu de réserve, décida de rester sur mon sommet et s'installa dans le bunker ayant pris auparavant la précaution de mettre en évidence le drapeau américain afin que les Alliés cessent leur bombardement. Ceci marqua un petit répit, mais les Allemands se montrèrent très déterminés, cherchant inlassablement à reprendre la position. Mais le 8 juin, alors que la situation semblait désespérée, les renforts arrivèrent enfin. J'étais dans un triste état. Une partie de ma falaise de schiste s'était effondrée sous les coups des bombardements alliés et mon plateau n'offrait plus que désolation. En 65 ans, la mer a rogné plus de 10 mètres de falaise. Le site a donc été fermé en 2004 pour assurer la sécurité du public puisque le poste d'observation menaçait de tomber dans le vide, causant de nombreuses chutes de pierres. Pour contrer l'avancée de l'érosion qui menaçait de disparition le site, des travaux ont été entrepris. Financés par les Américains et réalisés par les Français, ils durent 6 mois et consistaient essentiellement à renforcer la falaise avec du béton armé. Depuis, la pointe du Hawk a été mise sous surveillance pour déceler d'éventuels mouvements de la falaise. Aujourd'hui, quelques scientifiques doutent de l'efficacité à long terme de ces travaux. Il n'en reste pas moins que la falaise, tout en devenant un site de promenade historique jalonné de panneaux explicatifs, a aussi retrouvé sa biodiversité et est devenu un endroit de nidification pour les oiseaux. Bordé d'une splendide plage de sable fin, entourée de dunes, mon nom était synonyme de plaisir et de joie, jusqu'à ce funeste jour où je devins synonyme de mort. Ma sérénité s'envola le 6 juin 1944, peu avant l'aube, quand les grands navires de guerre en provenance de l'Angleterre fendirent de leurs coques mes flots paisibles. La veille, les bombardiers avaient largué leur cargaison mortelle sans relâche sur les lignes allemandes, postées un peu plus loin dans les terres. La voie semblait à présent libre pour l'arrivée des troupes massées sur les péniches. Ma plage était devenue diabolique, à découvert, truffée de mines sous-marines, de plus sous-marins destinés à stopper le péniche du Bélier, des dizaines de poteaux émergents coiffés de mines enfouies dans le sable, des pièges à tanks et des nids de fer d'argent. Sur mes hauteurs s'étalaient des bunkers qui mesuraient une centaine de pieds de hauteur et qui avaient une vue imprenable sur l'ensemble de mon étendue. Les Allemands m'avaient totalement défiguré. La marée basse dévoila mon sable imbibé de sang des premiers alliés pris sous le feu des mitrailleuses allemandes. Les navires les plus chanceux parvinrent à proximité de ma plage. Tassés dans les barges de débarquement, largués depuis les bateaux, les hommes ballottés comme des fétus de paille dans les vagues agitées se mirent à vider le contenu de leur estomac directement dans le feu. Je vis les GI se préparer à sauter sur mon sable et courir pour traverser les 500 mètres de plage truffés d'obstacles et de mines pour se mettre à l'abri du feu ennemi. Je ne pouvais les sauver. Je les vis se débattant dans mes flots, essayant d'échapper à la noyade. Les chars amphibies, jetés dans mes eaux trop loin du rivage, étaient devenus inutilisables et sombrèrent dans mes profondeurs. Certains d'entre eux parvinrent à accoster et s'occupèrent des mines, éventrant ma plage à coups de canon. Pas un seul mètre carré ne fut épargné. Les salves d'artillerie, les tirs de roquettes, les mitrailleuses et des fusils battaient leur plein entre les mains des Allemands qui dominaient ma plage. Les bombardements de la veille, prévus pour rendre ces défenses inoffensives, n'avaient malheureusement pas touché leurs objectifs. Partout des cadavres, des blessés hurlant de détresse, des fumées suffocantes.
Une véritable vision d'apocalypse, et pourtant. Les Allemands se battirent avec énergie mais furent bientôt à court de munitions. Submergés par le nombre, ils finirent par se rendre. Mais j'étais encore loin de retrouver ma sérénité. Dès le lendemain, les hommes de la 128e Task Force de l'US Navy se lancèrent dans un immense chantier car il était impossible pour les Alliés de débarquer sur nos côtes sans port. Mais les hommes ne manquent pas de ressources et cette question avait été mûrement réfléchie. D'immenses blocs de béton furent remorqués des rives de la Tamise vers ma côte, puis posés à quelques centaines de mètres de la plage. Relié à la terre ferme par des jetées, ce port artificiel permettait alors de récupérer les hommes et le matériel lourd dans des conditions satisfaisantes. La construction de cet ouvrage ne cessa de me surprendre. Les hommes commencèrent par mettre en place une première digue constituée de block ships, de vieux navires envoyés par le fond dont les structures supérieures dépassaient, protégeant ainsi de ma houle leur déchargement. Puis les caissons Phoenix, d'énormes cubes de béton furent coulés pour former une rade artificielle. À l'intérieur, des quais de déchargement solidement arrimés possédaient l'astucieuse capacité de suivre les mouvements des marées en coulissant le long des grands pieux reposant sur les fonds. Ils étaient reliés à la terre ferme par des jetées flottantes. Cette impressionnante construction fut achevée le 16 juin. Ce port entra en activité le 18 juin. C'est dans un vacarme incessant que s'enchaînaient les arrivées d'hommes et de matériel, mais je ne pouvais qu'en subir les désagréments. Cependant, Mère Nature m'apporta son aide. Au matin du 19 juin, une tempête se leva. Des vents violents s'engouffrèrent dans mes eaux, et une fureur trop longtemps contenue s'empara de moi. Mes flots se déchaînèrent et le ciel devint noir de nuages chargés d'éclairs. L'effet de la grande marée nous permettait de submerger avec une facilité déconcertante pour les hommes les ponts des navires sabordés et de remplir les caissons Phoenix. Quelques heures plus tard, à basse eau, ces derniers ne purent se vider suffisamment vite et leurs parois éclatèrent, provoquant ainsi l'effondrement de la digue du lac. Des bourrasques de vent sifflaient dans les épaves, chantaient une marche funèbre accompagnant la danse destructrice de mes eaux qui s'écrasaient en une gerbe d'écume sur les constructions alors emportées par ma fureur. Les dégâts que j'infligeais alors furent effroyables et les hommes désespérés, épuisés, ne pouvaient qu'assister avec résignation à la destruction de leurs ouvrages. Lorsque je m'apaisais au matin du 21 juin, tout ou presque était à recommencer. Le port, totalement désarticulé, fut alors abandonné. Aujourd'hui, la plage d'Omaha a retrouvé sa sérénité. En son centre se dresse un immense monument commémoratif intitulé « Les Braves », rappelant aux passants la tragique destinée de milliers de soldats. Cet ensemble monumental est constitué de 3 sculptures réalisées par Annie Laure-Bannon et sont appelées les ailes de l'espoir, Debout la liberté et les ailes de la fraternité. Non loin de là, à Colville-sur-Mer, sur une colline surplombant la plage, se trouve l'US Military Cemetery dans lequel sont rassemblées 9386 stèles en marbre de Carrare. Leurs alignements imposent tout naturellement le silence et le recueillement qu'entraîne le souvenir de ces soldats tombés pour libérer la France et lutter contre le nazisme. Au centre de ce cimetière se dresse la statue de bronze de Donald Delew, représentant l'éternité de la jeunesse américaine jaillissant des flots. Enfin, sur le long de la départementale 517, on trouve le dernier vestige du Mulberry A, le port artificiel d'Omaha. L'imposant tronçon de la passerelle rappelle l'œuvre titanesque entreprise pour le débarquement en Haute-de-Normandie. Depuis fort longtemps, nous devions être les garants d'une vie en toute quiétude pour les hommes. Entourant les champs, travaillant de concert avec les paysans, il ne nous était jamais venu à l'idée que nos fossés, nos remblais pouvaient servir à autre chose que la culture, et tout particulièrement à une chose aussi horrible, une guerre. Élément phare des paysages du bocage normand, porteuse des souvenirs, les oiseaux avaient toujours été nos compagnons. Ils savaient qu'ils pouvaient trouver refuge chez nous, mais à l'image des paysans qui s'occupaient de nous, nous les sentions de plus en plus nerveux, se crispant et détalant lors de craquements brusques de nos branches. Attentives, nous suivions les discussions des hommes. Ils évoquaient un débarquement dans notre région, de lourds affrontements sur nos plages. Nous avons assisté à leur panique lorsque ceux qu'ils nommaient les Allemands envahirent notre bocage. Ils se sont ainsi peu à peu installés en nous. Ces Allemands prirent possession de notre territoire, le transformant en zone de combat propice à leur défense. Le 3 juillet, les routes qui nous bordaient vibrèrent brutalement sous les roues de gigantesques véhicules. Les camions et tanks défonçaient les chemins, détruisant tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage, mais très vite, ils furent stoppés. Nous étions devenus à notre insu des éléments essentiels d'une tactique militaire.
Présents depuis déjà quelques années, les soldats allemands avaient compris comment nous utiliser pour une défense idéale. Nos feuillages touffus fournissaient de magnifiques caches, tout en permettant l'insertion des canons des mitrailleuses. Camouflés dans nos branchages, les soldats nous traitaient sans aucun ménagement, et pouvaient ainsi voir sans être vus. Et bien malgré nous, nous devions un terrible obstacle pour les Alliés, qui devaient venir nous libérer. Ces derniers n'avaient qu'une piètre idée de notre environnement, et se retrouvèrent fortement ralentis par le dédale que nous constituions. Nous, les haies, devenions un sérieux problème. En compartimentant le terrain, nous rendions l'assaut des Alliés inefficace. Les troupes du général Bradley piétinaient. Pour progresser, il leur fallait prendre champ après champ, comme autant de cases sur un échiquier. Ils en vinrent à nous maudire. Canalisés par le labyrinthe de murs que nous formions, les attaques américaines se retrouvaient dans des corridors bien délimités, les empêchant d'utiliser leurs blindés. La succession infinie de vergers que nous encadrions les obligeait à rester sur la route, où ils offraient un objectif de choix pour les mines ou les tireurs embusqués. L'infanterie était alors exposée aux tireurs d'élite allemands, dont les mitrailleuses dissimulées dans nos feuillages se révélèrent extrêmement meurtrières. Handicapés par le manque de postes d'observation et par l'absence d'armes de soutien, les soldats américains durent adopter souvent le combat en corps à corps, luttant parfois à l'arme blanche. Nous fouillions avec une grande minutie pour en déloger l'ennemi. Chacune d'entre nous, chaque talus et chaque prairie se transformait en piège mortel, et nous regrettions tellement notre aide involontaire. Pire encore, le temps se mit du côté de l'adversaire. La quantité de nuages, de vent, de pluie des mois de juin et juillet 1944 fut la plus importante enregistrée depuis 1900, rendant ainsi la supériorité aérienne des Alliés totalement inopérante. Le sol détrempé par la pluie immobilisait les dernières armes mécaniques, et les hommes pataugeant dans la boue visqueuse se demandaient s'ils retrouveraient un jour chaleur et propreté. Devant les cadavres amoncelés dans nos branches, nos larmes et la pluie se confondaient. Nous ne recevions presque aucune information de ce qu'il se passait en dehors du bocage, et chaque petit groupe ne connaissait que son propre combat. Toute notre attention se tournait vers la violence des affrontements qui se déroulaient sous nos yeux. Les Allemands menaient une défense très active, en montant des contre-attaques localisées, avec leurs réserves soutenues par de petits groupes de tanks. Les mortiers, les mitrailleuses et les pièces d'artillerie caractérisaient leur tactique de retardement. Quand ils étaient obligés de se replier, ils rompaient le contact pendant l'obscurité. Les Alliés s'épuisaient. En 12 jours, la 8e armée américaine n'avait progressé que de 11 km, jusqu'à ce que l'un d'eux ait l'idée de monter à l'avant d'un blindé, une sorte de soc, transformant ainsi son char en un véritable bulldozer. Le combat allait changer et nous allions en être les premières victimes. Ils pouvaient désormais avancer en ligne droite, nous écrasant d'un seul coup de leur puissante charge. Beaucoup d'entre nous périrent alors. Malgré la douleur, nous étions soulagés de pouvoir enfin les aider à gagner cette guerre. Nous pensions aux jours heureux où les paysans reviendraient prendre soin de nous. C'est finalement le 19 juillet que notre secteur de Saint-Lô fut libéré, après le largage de 5000 bombes et de longs jours de combats acharnés. Mais cette victoire avait tout de même un goût amer. La ville était en ruine, nous avions perdu beaucoup des nôtres, il ne restait rien des contrées autrefois couvertes de bois et de vergers, seule la misère et le deuil subsistaient. Cathédrales et abbayes éventrées, pâturages ravinés par les chars et les obus, l'odeur pestilentielle des cadavres s'étendait aux alentours, les forêts incendiées, les arbres décapités. Tout n'était plus que vide et désolation. La mort était la seule gagnante, recouvrant la campagne de son écœurante odeur. C'est un sergent tankiste américain, Curtis Cullen, qui, en ayant l'idée de monter des lames d'acier à l'avant de son char, permit à l'armée américaine de s'extraire de l'enfer du bocage, lui donnant ainsi la possibilité de franchir les haies en les coupant à leur base. Après la guerre, les agriculteurs n'ont pas replanté les haies. Au contraire, on a continué à les retirer, alors qu'elles étaient pourtant tellement intégrées au paysage normand. Ce mouvement n'a cessé de se poursuivre jusqu'à aujourd'hui, malgré l'utilité des haies. Production de bois, protection de la faune, brise-vent, lutte contre l'érosion. On enregistre une nette diminution de la densité des haies par département depuis 1970. Avec l'industrialisation d'après-guerre, les machines agricoles se sont répandues dans les campagnes françaises. Les champs, autrefois petits et entourés de haies, devenaient handicapants, surtout avec de grosses machines agricoles. La mécanisation de l'agriculture exigeait un remembrement. Il fallait élargir les parcelles afin de laisser passer les véhicules agricoles. Les haies et avec elles le souvenir du paysage normand de 1944 ont donc été sacrifiés à la modernisation de l'agriculture. La Normandie est aujourd'hui traversée par la voie de la liberté qui rassemble les sites naturels, derniers témoins de ces terribles affrontements. Cette route historique, créée en 1946 sur l'initiative Guy de la Vasselée, chef de la mission militaire française de liaison tactique auprès de la 3e armée américaine,
dirigée par le général Patton, rend hommage aux hommes qui sont morts pour la libération de l'Europe. Elle suit donc le trajet emprunté par les Alliés et l'armée française lors de la libération de la France et d'une partie du Benelux. Le long de cette voie, on trouve 1200 bornes kilométriques d'une hauteur de 1,20 m et pesant chacune 435 kg. On peut y voir inscrits 3 symboles. 48 étoiles représentant chacun les 48 États des USA en 1944, 4 rectangles de couleur illustrant les 4 portions de cette voie, Sainte-Mère-l'Église, Cherbourg, Sainte-Mère-l'Église, Avranches, Avranches, Metz, et enfin Metz, Luxembourg, Bastogne. Le dernier symbole est une flamme centrale représentant le flambeau de la liberté sortant de la mer, identique à la flamme de la Statue de la Liberté.